Donc, on a évoqué tout à l'heure différents points avec vos collègues. On nous a demandé, bon, je pense que vous connaissez un petit peu nos revendications, le maintien définitif du droit d'option. On n'a pas d'éléments aujourd'hui, on refuse le passage dans la CMU pour plusieurs raisons. Il y a déjà des problèmes sur le tissu économique, notamment par rapport à la perte du pouvoir d'achat des travailleurs frontaliers, et qui va avoir un impact sur les commerces de proximité, qui vont perdre beaucoup de chiffre d'affaires, donc ça va entraîner des fermetures, des licenciements. Il va y avoir aussi l'aspect du marché immobilier de nos régions, qui va en prendre un sacré coup. D'abord, j'aurais une question très simple. Pourquoi, il y a 50 ans, la sécurité sociale ne voulait pas des travailleurs frontaliers? Alors, il est là, le problème. Mais non, je veux dire, Marisol Touraine l'a rappelé aux associations représentatives quand on les a reçues. Elle est totalement consciente de l'historique et du fait que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que pendant un certain temps, ni la France ni la Suisse ne voulaient assurer les frontaliers, et que donc les frontaliers, notamment les associations que nous avons reçues, ont dû créer ce système et s'organiser pour assurer. Voilà. C'est donc. Solution. Comment ? Voilà, c'est donc une solution, vous l'avez indiqué, qui a été mise en place pour combler un vide juridique. Bon. Sauf que ce vide juridique aujourd'hui n'existe plus. Et que donc cette solution, qui était transitoire, et le droit d'option transitoire qui a été mis en place en 2002 n'a plus lieu d'être. Vous demandez le maintien, la pérennisation du droit d'option. Elle n'aurait aujourd'hui pas de sens dans la mesure où le vide juridique qui a entraîné la mise en place du droit d'option n'existe plus, et qu'aujourd'hui il y a la possibilité d'être assuré côté français. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité précédente n'a pas souhaité pérenniser le droit d'option, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'entends un peu une instrumentalisation politique, notamment par des élus UMP. J'espère que tous les frontaliers sont conscients que oui, c'est l'UMP qui a voulu faire sortir de toute façon. On est dans un jeu politicien. Enfin, je veux dire, l'UMP, quand il s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait en 2006 à l'expiration de la période transitoire de 6 ans, n'a pas envisagé d'inscrire dans le marbre le droit d'option, et a dit, pour en gros se défausser du problème, on va proroger une nouvelle fois de 6 ans. Ouais. Après, on n'est pas là, je pense, pour jouer au ping-pong entre politiques. Ah non, mais c'est juste une clarification, je pense que c'est important de faire, surtout quand on entend certaines ça déclarations. fait plus d'une fois qu'on l'entend. Après, nous, on ne jette pas la balle. Nous, le souci, c'est que ce soit la gauche ou la droite, le problème, maintenant, c'est nous. C'est justement ça. C'est nous qui payons. Au-delà du problème constitutionnel, parce qu'il est là, visiblement, il y a le problème constitutionnel, le problème de solidarité. La Constitution, pour qu'elle soit, en fait, que le problème constitutionnel soit soulevé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le soulève. Non, alors en fait, si on avait voulu proroger le droit d'option... Oui. Et c'est possible. Non, c'est plus possible. Bah, si vous l'aviez voulu. Oui, si on avait voulu faire, mais c'est plus possible. On peut encore faire un moratoire. Non, on ne peut plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'inscrire dans le code de la sécurité sociale par une loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été votée. Il fallait que la mesure puisse être votée avant le 1er juin 2014. Ça n'est plus possible. Il faut une mesure législative et il n'y a plus de véhicules. La prochaine loi de financement de la sécurité sociale, elle est en octobre prochain, après l'expiration du. Ouais, mais aujourd'hui, il y a quand même des marges de manœuvre. Vous avez des marges de manœuvre. Vous êtes bloqué. Il y a un truc qui s'appelle la séparation des pouvoirs qui fait que le gouvernement ne peut pas modifier une mesure législative de manière réglementaire. Enfin, sincèrement. Prenons l'exemple du régime minier alors. Mais ça n'a rien à voir pour le coup, le régime minier. Le décret a été abrogé par Marisol Touraine en mars-avril 2013. Non, oui, mais c'est comme vous dites, c'était un décret, c'était du réglementaire. Le décret est la compétence du gouvernement et pas du Parlement, c'est pas législatif. Et donc il y avait là-dessus une marge d'action. Il y a eu un moratoire, le temps de trouver une solution et d'organiser les choses. Aujourd'hui, le régime minier est en train de converger selon des règles très, très claires qui ont été fixées. Donc ça n'est pas comparable. Juste pour finir sur la prorogation, si on n'a pas souhaité proroger le droit d'option des frontaliers de 6 ans de plus, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour des raisons d'incertitude juridique pour les frontaliers, parce que on trouve, il n'est quand même pas normal, si vous voulez, que vous soyez tous les 6 ans là où les frontaliers soient à se poser la question de savoir si ils vont pouvoir continuer à bénéficier de ce droit d'option ou pas. Donc c'est important que à partir d'aujourd'hui, voilà, il y ait un statut que vous puissiez savoir. Alors vous ne pensez pas que c'est un peu la manière. Je termine juste les trois raisons. La seconde, c'est la raison constitutionnelle. Vous l'avez mentionné. Toutes les analyses juridiques qui nous sont remontées du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Direction des affaires juridiques du ministère
nous ont tous dit la même chose, c'est que si on avait prorogé le droit d'option, la mesure aurait été censurée par le Conseil constitutionnel. Et comme j'allais y venir, la loi de financement de la sécurité sociale est systématiquement déférée devant le Conseil constitutionnel pour analyse et pour potentielle censure de l'ensemble de ces articles. Donc l'article aura été examiné par le Conseil constitutionnel, c'est ce qui s'est passé avec la loi de finances pour les arrêtés MIO pour la Corse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était un régime transitoire qui existait pour la Corse où les résidents de la Corse bénéficiaient d'une exonération de droits de succession sur leurs biens immobiliers. Ça devait aussi s'éteindre cette année. Bon, il y a des députés qui ont réussi à faire voter un amendement pour proroger. Le Conseil constitutionnel, quand il a examiné la loi de finances, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une rupture d'égalité devant les charges publiques, on censure. Et du coup, c'était une censure brutale. Et si ça s'était passé sur le droit d'option, qu'est-ce qui serait passé? L'ensemble des frontaliers auraient rejoint l'assurance maladie obligatoire au 1er juin 2014. On aurait dû rompre les contrats, ils auraient rejoint brut la sécurité sociale à un taux exorbitant de 13% et quelques. Et ça aurait été pour le coup une situation problématique. C'est pour ça qu'on a fait le choix, et je termine juste avec la dernière raison pour laquelle on n'a pas prorogé, c'est évidemment une raison quasi philosophique, qui est que le droit d'option déroge au principe de la sécurité sociale, qui est qu'on cotise en fonction de ses moyens, qu'on reçoit en fonction de ses besoins, et c'est le principe de la solidarité qui veut que ceux qui sont bien portants cotisent pour ceux qui sont malades, et que ceux qui sont bien portants aujourd'hui seront malades demain et pourront bénéficier des cotisations de ceux qui sont bien portants. C'est le principe de la sécurité sociale. Mais dans le droit pour un travailleur frontalier, notamment dans notre cas précis, on est travailleur frontalier suisse, doit être à la base assuré dans son pays de travail. Ah oui, mais ça bien sûr, c'est une règle qui prévaut dans tous les pays de l'Union européenne. La Suisse n'est pas un pays de l'Union européenne. Non, d'accord, mais bon, il y a des accords spéciaux entre la France et la Suisse qui sont différents de ceux entre la Suisse et l'Allemagne aussi, notamment. Oui, mais ça, c'est... Oui, oui, mais il y a quelque part, dans le sein de l'Union européenne, un problème d'égalité. Et ça va être attaqué. Oui. Pas par nous, pas que par nous. Il y a d'autres associations, vous êtes au courant, je pense. Vous connaissez très très bien le dossier. Je connais bien M. Johanneck, tout le monde. Vous allez, enfin par vous, le décret et plus globalement la loi va être attaqué de toutes parts. Moi j'ai dit à M. Johanneck, je lui ai dit très clairement au téléphone, parce que j'ai souvent au téléphone, je lui ai dit attention quand même, parce que vous pouvez attaquer le décret. Nous, les informations qui nous sont montées aussi du Conseil d'État, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, si le décret arrive jusqu'à nous et qu'on doit se pencher dessus, on se penchera aussi sur l'exonération de CSG, on se penchera aussi sur tout un certain nombre de choses, et ça risque de revenir en boomerang pour les frontaliers qui vont se retrouver mis dans le droit commun de l'assurance maladie avec un. C'est ce qui arrivera automatiquement tôt ou tard. Ah en tout cas, oui. Si c'est une période transitoire de 2 ans et que finalement c'est. Vous n'avez pas entendu l'engagement de la ministre. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez on ne veut pas de la CMU. Elle l'a clairement dit. Il ne s'agit pas de basculer dans la CMU comme on dit. Non, c'est sécurité sociale. Non, c'est ce qu'on appelle le dispositif frontalier, qui est un dispositif spécifique pour les frontaliers avec un taux de 6%, c'est quand même moins de la moitié du taux normalement auquel vous devez Il y a un problème d'égalité avec les salariés français. Être assujetti. Pardon ? Il y a un problème d'égalité justement avec les salariés français. Vous n'avez pas peur que les syndicats, les CGT, etc. viennent taper à votre porte ou alors aller taper à la porte de Bruxelles et dire. Vous pouvez pas d'un côté nous dire. Non, mais on essaie de nous dire. Non, mais on essaie. Non, mais parce que si on rentre dans un système et dans le futur, on aura ça. Je veux dire, on n'aura rien gagné du tout si c'est que 2 ans ou 3 ans. Elle s'est engagée là jusqu'au 1er janvier 2016 et au départ c'était jusqu'au 1er juin 2015. Elle a annoncé aux associations suite à leur mobilisation. Ça, c'est les 3 associations. Permettez-moi l'expression, c'est de la poudre aux yeux. Non, quelque part pour nous. En tout cas, c'est un geste, et notamment dans le contexte actuel, et c'est quelque chose pour lequel on a dû beaucoup se battre, y compris en interministériel avec Bercy, pour obtenir ça, parce que les associations de frontaliers, que ce soit le GTE, le CDTF ou l'Amicale des frontaliers, nous ont fait part de la nécessité d'avoir au moins une période plus importante pour les frontaliers pour s'adapter. On gagne 6 mois à 6%, clairement. Oui. C'est ça. Et ce qui est communiqué dans la presse, et ensuite, sur 40 ans de boulot. Ensuite, on passe à 8%. Et à ce moment-là, la ministre s'est engagée à ce qu'elle ait clairement dit que le taux n'avait pas vocation à aller au-dessus de 8%. Donc, mais est-ce qu'il y a un papier qui dit que ça n'ira pas au-dessus de 8%? Est-ce que quelque part c'est marqué que ce taux n'ira pas? Parce que nous on a aussi vu marqué que ça se stabilisera aux alentours de 8%, mais là c'est entendu qu'à partir de 2017 on passera dans le régime de la sécurité sociale. Mais ça je sais que c'est une rumeur qui circule, je me demande... C'est une rumeur. C'est une rumeur, non, si c'est une rumeur, je me dis parce que c'est... Enfin, on est en train d'écrire le décret, je vois avec la direction de la sécurité sociale, je vois exactement. Il devrait être promulgué quand, vous savez ou pas? Il devrait passer quand le décret? En avril. Ça va être publié en avril. Et vous savez, un décret, enfin moi, pour moi, un décret, on sort quand pour des pétards.
pour Nouvel An. On ne sort pas un décret pour des personnes, enfin, pas quand ça concerne directement les personnes et que à ce moment-là, ni au Parlement, ni les personnes concernées par cette réforme ne peuvent prendre parole. Moi, là, je trouve que le fait d'un décret, c'est pas normal. C'est pas normal. Et les associations, il faut savoir aussi que les associations, M. Hanek ou autres, ne sont pas frontaliers eux-mêmes. Ils sont représentants de frontaliers, mais ils ne sont pas frontaliers. Donc eux, clairement, ils essayent de trouver un accord. Frontalier, moi j'entends parfois parler d'une Madame Gay. Valérie Gay, oui, mais là on est. Qui prétend représenter des gens que conjointes de frontaliers, qui en plus dit qu'il faut sortir de la sécurité sociale. Là, on n'est pas d'accord avec eux. Voilà, si vous voulez, le MPLS, de toute façon, on n'est pas d'accord avec eux. Justement, par rapport à Guy, moi je la connais personnellement. Bonnet rouge frontalier. On n'est pas des barbares, on n'est pas des casseurs. Pour l'image, si on a trouvé j'ai entendu quand même que la permanence de M. Chara avait pris un sacré coup. Ah ouais? Qui c'est qui a Je fait ne sais pas si c'est vous, mais voilà. C'est certainement des bonnets rouges frontaliers. Les déversements de après, faut aussi comprendre. Je ne sais pas quoi devant les CPL, les occupations. Ça reste bon enfant quand même. Il n'y a pas de dégradation. Après, on ne peut pas gérer tout le monde. Voilà, on peut pas gérer. Et je ne sais pas si vous, j'espère pour vous que vous n'êtes pas. Enfin voilà, que vous n'êtes pas totalement tranquille avec l'idée que certains de vos membres aient manifesté dimanche dernier au jour de colère avec les néo-nazis. Et ça, c'est un autre débat et c'est une interprétation. Ça aussi, c'est encore. Voilà, et le problème, c'est que. Avec les amis rouges, et donc voilà, c'est là-dessus que c'est à ça que vous êtes. Non. Vous savez comme nous qu'on n'a rien à voir avec ça. Ah, c'est pour ça qu'on a peut-être eu l'occasion justement d'avoir un rendez-vous. Aujourd'hui aussi, on subit. Nous, on veut le dialogue. On n'a pas de rendez-vous aux autres collectifs qui étaient au jour de colère. Nous, on veut le dialogue, on cherche pas. On n'est pas des de toute façon, on va pas. On parlait de solidarité, on va, si vous voulez, aborder le point de la solidarité, notamment la TSCA. La taxe sur les conventions d'assurance, la taxe spécifique. Elle était à 7% en 2012, passée à 9% en 2013, et là on l'a passée à 14%. On est solidaire par le biais de cette taxe sur les contrats non responsables. Elle a doublé en 2 ans. Elle a doublé en 2 ans. Oui, c'est pour inciter au recours aux contrats responsables. Voilà. Donc la solidarité, elle y était déjà. En fait, vous cherchez à harmoniser, je pense, et à remettre. C'est vrai qu'il faut pour tous les Français. De quoi? La TSCA? Oui. C'est sur les contrats non responsables. Oui. Un contrat non responsable, c'est celui qui ne respecte pas le parcours de soins. Oui. Voilà. C'est uniquement pour tous les Français. C'est pas que les frontaliers, il y a des Français qui ont recours à des. Ah oui, mais c'est pas tous les Français. Non, c'est pas tous les Français, mais je veux dire, il n'y a pas que des frontaliers. Pas que les frontaliers. Il y a aussi l'autonomie, etc. J'entends bien ce que vous dites, sincèrement, je vous le dis très clairement, et aussi parce que je pensais bien qu'on puisse. En discuter. Bien sûr. Non, mais parler de manière fluide et surtout que je vais devoir partir pas trop tard, mais je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Avez-vous des solutions à apporter par rapport à ça? Pour vous, c'est la CMU. C'est pas la CMU, c'est le dispositif frontalier qui, avec ce taux préférentiel. On sera clairement dans la CMU. Quand on fait une demande auprès de la sécurité sociale, c'est la CMU. Vous verrez ce qui est écrit sur les documents de la sécurité sociale, vous verrez ce qui est écrit sur les pages de la sécurité sociale, les pages internet, vous verrez ce qui est écrit dans le décret. Donc tout ça, ça va tout changer en fait. Parce que voilà, par exemple, vous entrez dans ce qui s'appelle le dispositif frontalier, qui est un dispositif qui est mis en place pour protéger les frontaliers et pour justement pour éviter ce qu'on craignait, c'est-à-dire une prorogation, une censure par le Conseil constitutionnel et que tout le monde bascule pour le coup dans la CMU. Enfin, et même pas la CMU, parce que ça aurait été 13% et. Oui, sécurité 13,45. C'est ça, 13,55, ça n'aurait même pas été la CMU. 8 et 5,55. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce décret. Vous dites que oui, c'est sûr qu'il y aura une petite distorsion avec les Français qui travaillent dans les régions frontalières, mais qui ne travaillent pas. Et vous n'avez pas oui, mais attaqué par les syndicats? Comment? Je veux dire, si vous voulez, si des associations ou des syndicats attaquent. C'est pour ça que c'est dommage aussi. Ça risque de sauter. En fait, ça risque de sauter. Après, c'est aujourd'hui des collectifs. C'est que ça risque de sauter. On ne sont pas vraiment représentés par. On sait tôt ou tard qu'on va basculer. Aujourd'hui, il y a 3 associations, ça représente un tiers des frontaliers. Il y a 2 tiers des frontaliers qui sont dans aucune association. Je ne sais pas, moi je vois quand même quand ils font leurs assemblées générales, il y a quand même du monde qui représente, en tout cas, ils représentent les préoccupations des. Enfin, je veux dire, moi je les connais, c'est pas des bisounours à la solde du gouvernement, je peux vous dire qu'on a des discussions. Moi j'ai eu, on est ici entre personnes pour parler, j'ai eu vent de réunions à huis clos avec le GTE, entre vous et le GTE, c'est pas moi qui le dis, j'ai eu vent de. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est une rumeur? Comment ça, huis clos? Une réunion où le GTE les rendez-vous et le avant gouvernement. le 20 est signé. Voilà. Il y a eu des réunions avant, c'est obligé.
qui ont été non déclarés. Non, pas de signature, mais est-ce que c'est une rumeur? Le gouvernement travaille avec les associations représentatives de frontaliers depuis 1 an et demi. Oui. Les 3 associations ont été reçues par la direction du cabinet de Marisol Touraine à 2 reprises. Elles ont été reçues au cabinet de Pierre Moscovici, et elles ont été reçues par la ministre. Après, les présidents des associations, ils ont mon numéro de portable, il leur arrive parfois de m'appeler, voilà, je veux dire, moi, nous, on est dans le dialogue et la concertation. Nous, on est dans l'inquiétude, pas forcément le refus, mais l'inquiétude. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne fait pas refléter une bonne image de leur façon de travailler. Et c'est ce qui renvoie eux, hein. C'est pas nous qui l'abandon. C'est la parole des citoyens. C'est pas jeter la pierre à la gauche ou jeter la pierre à la droite, mais c'est l'inquiétude. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je veux dire, la ministre Marisol Touraine, elle n'a jamais jeté la pierre aux frontaliers. Elle est bien consciente, elle l'a rappelé dans les associations, elle est bien consciente qu'il y a une histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Elle est consciente que les frontaliers sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui travaillent parfois dans des conditions qui sont plus compliquées, plus difficiles. Elle est consciente aussi que c'est un bon salaire, donc un fort pouvoir d'achat et un bon moyen de rapatrier de l'argent dans la caisse de la sécurité sociale. Et le change, vous prendrez philosophique. Vous prendrez en compte le change. C'est la solidarité. C'est-à-dire que les gens qui vous prendrez en compte le change. Parce qu'aujourd'hui, si le change. Je ne parle pas pour tous les frontaliers. C'est une partie qui sont tous en bonne santé, jeunes, âgés, en privé. Et puis, quand ils vieillissent, ils ont plus de besoin, ils sont parfois malades, ils basculent dans la sécurité sociale. C'est là qu'il y aurait. Il y a des côtés, il y a des mutuelles. C'est une optimisation parce que ça devient plus intéressant pour eux, parce qu'au bout d'un moment, leur assurance privée devient trop chère, parce qu'ils ont besoin de trop de soins. Et du coup, ils passent dans la sécurité sociale française. Oui, mais ça c'est un abus, effectivement. C'est quelque chose qu'on remarque. Enfin, je veux dire, il y a 3 fois plus de personnes qui ont en maladie chronique dans les CEPAM frontalières que dans les CEPAM du reste de la France. Tout à fait. C'est là que le gouvernement aurait dû mettre les limites du c'est une faute d'encadrement. On ne peut pas imposer une entreprise privée de maintenir un contrat. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les CPM ne sont pas prêtes? Et je veux dire, on a des exemples d'un jeune homme, il y avait un article, une tribune dans la presse italienne qui était une assurance privée, il a été atteint d'un cancer, et il a été jeté par son assurance. Jérémy, c'est ça? Oui, non, mais c'est un seul exemple, et je suis issu de l'assurance, je sais très bien comment ça marche, assurance privée. Vous incitez les frontaliers à envoyer leur argent de France ensuite sur un projet. Ça c'est le collectif, c'est pas moi personnellement. Mais quelque part, c'est ce qui attendra. Hein. Ah oui, mais je ne fais pas. Il y a pas. Mais ça c'est Yohannak qui a dû le placer pour rien. Ouais, je voulais dire de Yohannak. Mais c'est pas grave. Les frontaliers aussi, on ne peut pas se permettre d'être malade, quoi. Je veux dire, c'est pas nous qui allons profiter du système de santé français, quoi. Nous, si on est malade une fois dans l'année, c'est beaucoup, quoi. On peut se faire licencier du jour au lendemain. On a des CDI qui ont aucune valeur. On travaille beaucoup plus. Je veux dire. C'est pas à la France d'adapter sa fiscalité et d'adapter son droit pour s'adapter aux conditions de travail qui sont critiquables. Aujourd'hui, moi je suis d'Alsace par exemple, on a un problème, c'est qu'on a des frontaliers allemands qui viennent en Suisse aussi, qui parlent la langue. Nous on est français, tout le monde ne parle pas la langue. On a une concurrence, la Suisse offre des emplois aux Français. Nous, nos emplois, on les a libérés en France, donc ça fait de l'emploi en France, de l'emploi offert par la Suisse. Aujourd'hui, on nous met des cotisations qui vont être 2 ou 3 fois plus chères. On ne pourra plus concurrencer non plus avec les travailleurs allemands, par exemple. Salut Yannick, on allait terminer. Excusez mon retard, je suis vraiment navré, on avait. C'est un collègue qui fait partie de rendez-vous avec moi, mais il était retenu sur un autre sujet, mais on allait terminer. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On a décidé de se quitter parce que. Je vais juste finir sur la. On le relève. Juste terminer sur la. Nous, on a une proposition à faire. On a une proposition à faire, une solution. C'est un moratoire. Même si vous dites aujourd'hui que ce n'est pas possible, ça peut l'être. On a un moratoire à proposer de 2 ans, qui aura un but consultatif, dans le but aussi de créer un groupe de travail spécifique, comme vous l'avez fait notamment récemment sur l'autonomie. Les associations, les collectifs, le gouvernement doivent travailler ensemble justement pour ne pas précipiter cette mesure, qu'aujourd'hui les frontaliers ne comprennent pas. Les frontaliers, les assureurs, les courtiers français notamment. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les cabinets d'assurance vont devoir fermer à proximité des frontières. Il y a 1000 emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être sacrifiés. Donc il va falloir payer ces gens au Pôle emploi aussi. Il faut définir un statut particulier aux frontaliers. Donc, vous l'évoquez notamment dans le cadre de l'adaptation à la CNU
dispositif frontalier. Pour nous, ce qu'on demande, c'est pour à la fois et les frontaliers s'y retrouvent et le gouvernement. Voilà, moi je pense que ce serait totalement une idée. Aujourd'hui, les CPAM, les directeurs de CPAM, nous les avons rencontrés, ils ne sont pas prêts. Voilà. Je peux dire que nous, on travaille avec eux. Oui, mais ils vont jamais dire qu'ils sont pas prêts. Parce que nous, on les a eu en face, ils doivent appliquer, et on peut prouver. Je vous dis, ça peut dire. On a des preuves. Et parce que les frontaliers iront jusqu'au terme de leur contrat et donc ne basculeront pas tous en même temps dans l'assurance maladie. Donc, 2 mois de délai l'enregistrement d'un dossier. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. Par ailleurs, il y aura une montée en puissance des moyens des CEPAM qui est déjà en train de se mettre en place. Il n'y a pas les infrastructures. Je vais terminer ma phrase pour accueillir les frontaliers. Et enfin, il y aura toute une procédure dématérialisée qui permettra aux frontaliers de s'affilier à l'assurance maladie, voilà, avec une affiliation qui pourra se faire avant de basculer pour avoir un numéro d'assuré avant. Et donc tout ça, et vraiment, il y a un gros travail qui est mis en place. Donc là-dessus, il faut faire attention. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu trop précipité? Je ne crois pas. Vous ne pensez pas, en mettant la faute sur les anciens collègues, sur la presse, dans la mesure où le gouvernement a clairement dit il y a plus d'1 an et demi qu'il ne souhaitait pas proroger le droit d'option pour toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, et qu'il a mis en place à la fois des consultations avec les associations représentatives qui ont été reçues à plusieurs reprises par le gouvernement. Ils n'ont jamais été reçus par monsieur Hollande malgré leur demande. Une mission de l'IGAS et de l'IGF on connaît le rapport. Qui a établi un rapport après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes, y compris les CEPAM et l'assurance maladie. Et ils ont volontairement squeezé notamment les élus locaux. Je peux vous dire que non, les élus ont été reçus le temps. Oui, mais il n'y a rien qui ressort dans le rapport pour autant, sur les problématiques locales. Il y avait une lettre de mission qui était claire et puis la réponse sont voilà. En tout cas, maintenant, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la proposition qu'on vous a demandée, le moratoire, est-ce qu'elle peut être faite acceptée? Voilà. Nous, c'est notre proposition aujourd'hui. Enfin, moi, je vous ai déjà répondu tout à l'heure, si vous n'avez pas encore posé la question. Je vous ai dit la situation dans laquelle on se trouvait, c'est l'arbitrage qui avait été celui du gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune marge de manœuvre, c'est ça, clairement. On peut déjà considérer que... on est déjà les choses sont faites, c'est entériné, la marche est en route et on ne peut plus se stopper. C'est ça, en fait, on peut plus la stopper. Mais par exemple, là aussi, il y a quand même eu des gestes faits par le gouvernement pour, par exemple, avec une cotisation qui sera plus faite pendant jusqu'en 2016. C'est pas un cadeau, monsieur. Pour éviter 40 ans de cotisation. Non, mais c'est surtout pas un cadeau pour le budget de la sécurité sociale. Déjà, énormément de problèmes. Un contrat frontalier, c'est 110% le ratio. Pour 100 euros de cotisé, c'est 110 euros de dépensé. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. La majorité des contrats frontaliers, c'est ça. Oui. Et puis il y avait aussi un autre truc, c'était juste les conséquences. Et quand j'entends qu'on va payer les soins sur Suisse, n'oubliez pas les conséquences. Ça me fait encore plus peur, honnêtement. Je ne parle pas là pour l'intérêt des frontaliers, je parle du trou de la sécurité sociale. 12 milliards. Vous savez, vous faites, je ne suis pas spécialiste non plus, mais il y a une grave erreur qui va être faite. Oui, vous savez, comme la cotisation de 6%, c'est quand même pour un peu moins de la moitié des frontaliers, ça coûtera pas plus cher. Moi, si je prends le cas typique de ma... je pense que Bruxelles viendra à 14 votre porte pour vous dire Bruxelles est notamment sous impulsion des syndicats. Bien sûr, vous le savez. Bien sûr. Non, parce que à ce compte-là, il serait venu nous taper dessus sur le fait qu'il y avait un droit d'option. Donc, non, mais vraiment, parce qu'en plus... Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, ce taux, il est bloqué à 8%. Mais non, ça sera stabilisé. Je vous ai dit tout à l'heure que la ministre s'était engagée, avait clairement exprimé que ce taux n'avait pas vocation à... Ne bougera jamais. C'est ça ce que je veux savoir. Elle sera pas ministre toute sa vie et les socialistes ne seront pas au gouvernement peut-être pendant les 5 ans prochaines. C'est comme les impôts et la TVA, monsieur. C'est jamais descendu. Honnêtement. Mais bon. Par exemple, c'est juste pour dire, c'est des nous aujourd'hui en 2014, on ne va pas vous dire ce que fera un gouvernement en 2018. Comme vous savez, il y a des élections en 2017. Voilà. Donc c'est pour ça que l'assurance privée ne pouvait pas jouer comme ça. Pour François Hollande en 2017, si vous voulez que ça reste. Mais par contre, clairement, il faut dire comment le décret. Pour dire comment le décret sera écrit, sera marqué 6% jusqu'au juin 2016. Et à partir de 2016, 8%, et puis il n'y a pas de borne, on dit pas. C'est une boîte de Pandore, quoi. Voilà. Ah non. C'est une boîte de Pandore. Non mais attendez. Tout est. Oui. Non mais à ce compte-là, on pourrait dire aujourd'hui. Et la CSG sur les cotisations des frontaliers à la sécurité sociale, elle sera obligatoirement posée.
C'est plus les contrats au premier euro dans un cadre privé. On est d'accord. Précisément, on n'a pas mis la CSG, et précisément, on n'est pas passé par la loi parce qu'on voulait. Enfin, le risque quand même qu'on a vu si on avait voulu prendre une mesure législative qui aurait prolongé le droit d'option, c'est que le risque qu'on voyait quand même très fortement, sur lequel la direction juridique, c'était que le Conseil constitutionnel refasse comme il a fait, voilà, et il dise, et en plus bat la CSG. Donc, ce qu'on fait. Mais c'est ce qui va se passer. Bien sûr. Mais déjà, on voit les artisans et les commerçants là, à l'heure actuelle qui sont en train de revendiquer cette CSG. Donc tôt ou tard, ils viendront. Vous parlez aussi d'égalité, de solidarité, mais un salarié français paye sa cotisation d'assurance maladie sur son salaire. D'accord. Pourquoi les frontaliers sur le revenu fiscal de référence incluant tous les revenus locatifs et par le patrimoine. Et le quid du deuxième pilier aussi, malgré ce qu'a dit Madame Tour. Il y a trop aujourd'hui, encore trop de questions, c'est une manière trop précipitée. On demande un moratoire de 2 ans. Nous, déjà, est-ce que vous pouvez répondre à la question par rapport au revenu fiscal de référence ? Pourquoi ? Et pourquoi pas le revenu du travail, enfin le salaire ? Pourquoi ? Voilà. Après, vous pouvez faire la simulation pour vous, mais si on prenait votre salaire, votre revenu professionnel, et faites la simulation, si on prenait cette base-là... Parfois. Je sais ce que et si on prenait le revenu fiscal de référence avec les 2 abattements qui ont été annoncés par le gouvernement, il n'y aura plus d'abattement de 10 000 euros, bah si. Non, par la suite, non. Ah non, l'abattement. Les 2 abattements sont maintenus. Un abattement de 10% pour frais professionnels. Alors l'abattement, un abattement de presque 10 000 euros. De 9 534 €. L'abattement de 10%, c'est le revenu, le total des revenus, moins l'abattement de 10% ou les frais réels professionnels. Ça nous donne le RFR. Donc ça, c'est pas nouveau, ce 10%, d'accord, il était déjà inclus. C'est comment on calcule le RFR. C'est pas un abattement supplémentaire de 10%. Sur la comparaison entre le... Oui, mais il ne faut pas jouer avec les chiffres, parce que l'opinion publique, après, elle les interprète d'une manière... La question que vous réfléchissez, c'est que... Ce que vous dites, alors c'est vrai qu'effectivement, c'est pas pareil, d'un côté, le salaire, de côté, mais ce que je veux dire, c'est que, sauf les gens qui, par exemple, ont énormément de revenus locatifs, ce qui n'est pas le cas de tous les salariés, quand même, dans ce pays, sauf les gens qui ont beaucoup de revenus locatifs, ils sont plutôt gagnants à ce qu'on retire 10% de leur salaire et qu'on retire après 1 500 €. C'est comme une base plus basse que le salaire. Alors pourquoi retirer les 9 534 € si vous dites que ce n'est pas la CMU ? Parce que les 9 534 € sont issus de la CMU. C'est le plafond de ressources pour obtenir la CMU. En dessous, les personnes non gratuites. Mais parce qu'aujourd'hui, par exemple, parmi les travailleurs frontaliers qui ont choisi d'être à la sécurité sociale, on leur applique cet abattement. Bon. On n'a pas voulu... Mais cet abattement, il n'est pas inventé, il est issu de la CMU. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on n'a pas voulu, que des gens qui, en plus, en général, n'ont pas forcément des gros revenus, qui ont fait le choix d'être à la Sécu, soient pénalisés par l'évolution de la situation aussi. C'est pour ça qu'on a maintenu cet abattement... des avantages. Et là, vous n'avez pas peur aussi encore qu'on vienne frapper à votre porte et vous dire, dites donc... Non, après, la question, c'est qui vient faire un... CGT, FO, FDP... Franchement, je pense que l'habilité est équité, pardon, entre un salarié français et un salarié suisse qui gagne 2,5 fois plus qu'un salarié français. Et pourquoi toucher un système qui marche si bien ? Les puissent s'y préparer. Pas question, y compris pour des raisons de sécurité juridique pour les frontaliers. Ça fait 1 an et demi que c'est préparé, mais la sécurité sociale, les moyens ne sont toujours pas mis en œuvre. Beaucoup de frontaliers aussi souffrent. Ça commence tout depuis 12 ans d'aller de période transitoire en période transitoire sans savoir vraiment pour la suite de leur carrière. Vous savez, on se bat jour et nuit par rapport à ça. On se bat jour et nuit. On remue ciel et terre. On a pris des rendez-vous avec les directeurs du CPAM. On a des infos publiques, on a des infos off. Et c'est pas n'importe quelles infos, je vous le dis. Donc on sait très bien de quoi on parle. Et puis surtout, comme je vous ai dit avant, prenez en compte, les gens, ils ont des taux d'endettement à 33%. Le taux de change est variable. Voilà aussi. Le franc suisse est variable. Comment on fera le jour où ça monte ? On fera comment ? Une particularité que vous n'avez pas mesurée. Ça fait 500 € de moins. Il faut y vivre. On est fini. Si le refus vraiment s'imprégner. Il faut y vivre. Après, il y a des personnes qui vont en Suisse qui vont gagner juste quelques centaines d'euros de plus. Là, déjà, tous les plus riches. En déduisant tous leurs frais, plus en rajoutant maintenant encore la CMU. Je veux dire. Le but, c'est pas de faire partir les gens qui gagnent bien leur vie. Il faut faire vivre la France. D'aller travailler en Suisse pour nous. Enfin, moi, personnellement, si j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre. Quand il y a quasiment 50% des frontaliers qui ne payeront pas 1 € de plus avec la solution qui a été retenue, je ne pense pas qu'on puisse craindre que 6% peut-être, peut-être. Au-delà, la question... Vous avez clairement dit que, pour le coup, là, très sincèrement, vraiment très sincèrement,
dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, on s'est dit, bon alors le 6, le 8, etc. Mais on n'a jamais envisagé d'aller au-delà, vraiment. Mais vous n'aurez pas le complémentaire. Ah non, mais vraiment, il n'y a aucun texte et il n'y a aucun qui dit que ça restera. Si demain Sarkozy vient repasser, moi je l'aime pas Sarkozy. D'accord. Si demain il vient repasser, ça se trouve il va se gaver. Et il va passer les frontaliers. Après, on a les oui, et c'est vous qui aurez ouvert la brèche. On a aussi une complémentaire à payer à côté de ça. Parce qu'on sera mal remboursé. Réfléchissez. Moi, je propose. En tout cas, il y a un engagement du gouvernement qui est que le taux n'a pas vocation à aller. Mais peut-être, c'est un engagement, mais on les connaît les engagements. Non, attendez, sauf qu'après il y a un texte qui va être pris, qui va le traduire. Alors, parce que si on va par là, chaque année on pourrait dire qu'on va doubler tous les impôts. Un décret se fait, se défait, se refait, se redéfait. Et... Hein bien sûr. Non, franchement, est-ce que vous pouvez nous proposer de faire remonter cette information? Si vous voulez, on va vous formaliser un courrier. De toute façon, on fait remonter. En tant que citoyen. C'est à ça que sert. On est citoyens. On n'est pas politique. Bien entendu. Les audiences comme celle-ci ont vocation justement à faire remonter d'informations. On est très inquiets. Et les gens sont très inquiets. Et il y a une énorme désinformation aussi. Une énorme désinformation. Parce qu'il y a l'avant et l'après-décret. Les gens, quand ils verront la facture, c'est là où ils sortiront dans la rue. Nous, on n'est que l'avant. Nous transmettre un courrier nous montrant comme quoi vous avez bien fait le geste d'avoir fait suivre notre demande. Vous allez faire, je pense, un rapport. Ou alors vous allez en parler oralement. Effectivement. Est-ce qu'on pourra avoir par mail un extrait? Vous avez mon adresse mail, lesbonnetsrouges.tv. Oui, on peut, par mail. Oui, on peut. Et alors clairement, pour le coup, je regarde comme ça cette situation du tout. Je crois que les ministres se sont exprimés sur le sujet, ils l'ont dit, et ils peuvent le redire, mais clairement, ça sera 6 puis 8, et puis voilà. Stabiliser. Stabiliser. Pas fixer, stabiliser. C'est 6 fixé, mais. Je comprends que dans les projections, vous ne puissiez pas être certain de pouvoir fixer à 8, mais non, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Économiquement, déjà, vous ne pouvez pas. Mais pas plus que. On ne peut pas aujourd'hui interdire à un gouvernement dans 5 ou 10 ans de faire quoi que ce soit, mais pas plus que pour n'importe quel prélèvement. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, ça veut dire un système qui fonctionne très bien comme ça. On n'est pas contre. Ça fonctionne pas très bien. Ah bah si, pourquoi? Parce qu'il y a le problème de solidarité, d'égalité avec les autres, oui, mais on est prêt à faire des efforts de solidarité. Et ça sera évoqué lors du. On le fait déjà avec les. Et on a déjà des éléments. Notamment la TSCA et notamment d'autres leviers. C'est des raisons de sécurité. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'exemple de ce jeune homme qui était sur une assurance. Oui, mais c'est cet exemple qui est là, justement, qui est très instrumentalisé. Qui n'était plus assuré. Très instrumentalisé. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'il faut mettre. Sur la table, j'ai travaillé dans les assurances, je travaille encore dans les assurances, je sais très bien comment ça se passe. Aussi bien côté assurance qu'au côté mutualiste. D'accord. C'est deux choses différentes. Les mutuelles, la plupart du temps, on peut en retrouver sans questionnaire médical. Et les assurances n'ont plus le droit aujourd'hui de vous botter pour un état de santé après adhésion, sauf en cas d'omission. En fait, le leitmotiv un peu de notre inquiétude, c'est la confiance qu'on a perdue par rapport à des gouvernements qui... Il y a ça aussi. Excusez-moi du terme, sont un peu fragiles sur des dossiers un peu délicats. C'est la confiance qui a été un peu perdue par rapport à ça. Là-dessus, il n'y a pas eu un moment où on a dit, ce gouvernement n'a jamais dit qu'il allait pérenniser. Il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation là-dessus. Mais la crainte, elle est là. C'est la perte de confiance des citoyens qui malheureusement. Il faudrait qu'il y ait eu un engagement qui n'ait pas été tenu. Pas forcément sur ce dossier-là, sur d'autres dossiers. Vu ce qui est annoncé et vu ce qui se passe sur d'autres dossiers, effectivement. Sans se perdre. On a des énormes craintes. Clairement, il y a encore ce fait que je ne vois pas comment ce gouvernement pourrait augmenter le taux de la 8%. Parce que, on est quand même conscient, par exemple, du climat, sur les prélèvements, etc. Donc, clairement, ça me paraît inenvisageable que ce gouvernement augmente au-delà de 8%. Votre gouvernement peut. Voilà, le vôtre. Mais après c'est la boîte de Pandore. La suite, c'est ça. Et ça, vous serez. C'est qu'on n'a pas. On n'a pas là pour tout. Mais oui, mais bon, nous on veut pas. Non, ça c'est pas de la démocratie parce que sortir un décret c'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est vous donner donc la parole aux citoyens. Un vote, tout simplement. Ça aurait été si simple que ça, tout simplement. Mais là, c'est qu'une association ou deux qui ont fait en sorte de contrôler notre avenir. Encore deux associations et une qui s'oppose encore sur les trois. Et c'est ça le problème, c'est que nous on voulait pas laisser notre avenir dans la main de 3 personnes. C'est qui est pour le gouvernement à ce moment-là parce que
Pourtant, les entends, ils sont les entends, honnêtement, ou alors ils se cachent, je ne vois pas trop leur intérêt. Bah, le GTE, est-ce que vous ça pouvez fait des faire mois et des mois remonter cette que info pour lui, ils avaient déjà accepté la CMU. Il faut que vous nous laissiez du temps. Concernant le GTE. Le GTE, avant, il disait à ses adhérents, allez à la LAMAL. Et maintenant, il dit allez à la CMU. Vous pensez pas? Madame Dominique Lachenal, vous la connaissez? Non, vous ne connaissez pas? Elle est chargée de mission du Franco-Val d'Aulgenbois. Vous la connaissez pas? Je ne connais pas cette. Je connais pas encore tout le. D'accord. Elle est à la région Rhône-Alpes avec Jean-Jacques Kéran. Passez à la LAMAL. C'est bizarre quand même. Ce dossier, monsieur, permettez-moi, vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne connaissez pas le dossier. Madame la ministre ne le connaît pas non plus. Il faut que vous pas nous laissiez. Nous travaillons sur ce dossier depuis un moment. Oui. Et bien revoyez-le. Encore une fois, même, enfin, je veux dire, il faut aussi revoir, y compris le rapport IGACGF qui est public. Et que il est à remettre en question. Sur la compétitivité, entre guillemets, de la LAMAL par rapport à l'assurance maladie française, les choses ne sont pas du tout aussi claires. Oui, parce que la LAMAL, c'est une cotisation comme qui est forfaitaire, donc si on a un revenu qui n'est pas. Alors c'est sûr que c'est effectivement, si on a un gros revenu, effectivement, on va mettre la LAMAL, mais si on a un revenu moyen. La LAMAL frontalier, la moins chère, c'est 334 francs pour la base. La caisse progrès chez les AMA. Bien. Bon, allez. Désolé. Merci. Ça nous prend beaucoup à cœur, vous savez. Jour et nuit. Et donc nous, nos revendications, on l'a pas dit, Jérôme, mais nous, on lâche rien, quoi. On lâchera rien. Si vous persistez sur cette ligne de compte, on lâchera rien, nous aussi. Au moins, les choses sont claires. À moins que vous voulez plutôt essayer d'entamer justement aujourd'hui dans les négociations avec toutes les associations techniques et la moitié ça ne s'effleure pas, c'est décret pas, la moitié vont arrêter de travailler. C'est à mon avis. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez justement me transmettre l'information à je vais la rejoindre. Si vous me laissez partir, je vais la rejoindre tout de suite. Sur notre inquiétude et sur notre proposition, s'il vous plaît. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. Bon retour pour ceux qui retournent à.